Bonsoir à tous, nous vous retrouvons ce soir avec grand plaisir pour 30 minutes d'information sur RTI 1, les titres. Premier séminaire gouvernemental 2020, le gouvernement a planché aujourd'hui sur l'adoption du plan d'action prioritaire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a révélé que la paix et la sécurité constituent les premiers défis de l'année 2020. Il faut notamment garantir la sécurité aux frontières dans un contexte de menaces terroristes dans la sous-région. 151 milliards de francs CFA pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Cette somme a été mobilisée par le Fonds mondial de lutte contre ces maladies, une subvention qui vise à assurer la continuité de lutte et pérenniser les acquis. Le Hajj 2020 a été officiellement lancé ce lundi. Le coût est maintenu cette année encore à 2 millions de francs CFA. Le contingent ivoirien sera fort de 1000 pèlerins de plus que l'année dernière. Il passe donc de 9 000 à 10 000 pèlerins en terre sainte d'Arabie Saoudite. Hier dimanche, un conseil de défense présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta s'est réuni à Bamako au Mali. Une attaque du camp militaire de la localité de Sokolo dans le centre du Mali a fait au moins 20 gendarmes tués et plusieurs blessés. Lundi 27 janvier, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 20h. Le premier séminaire gouvernemental de l'année s'est tenu ce lundi au palais présidentiel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné des chiffres sur les performances socio-économiques soutenues depuis 2011 qui se traduisent par une réduction substantielle du taux de pauvreté. L'équipe gouvernementale a travaillé sur la validation du plan d'action prioritaire 2020. Alexis Vodraogo. De bonne heure ce lundi, reprise pour les ministres. L'équipe gouvernementale prend part au séminaire sur le programme d'action prioritaire du gouvernement, le tout premier de l'année 2020. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, si des acquis importants ont marqué l'exercice 2019, beaucoup reste à faire. L'année 2020, le premier défi pour le gouvernement est d'assurer la paix et la sécurité sur tout le territoire national en vue de la tenue d'élections apaisées. C'est dans ce sens que, sur instruction du président de la République, le dialogue politique avec tous les acteurs de la société civile et les acteurs politiques a repris sur le code électoral et devra rendre ses conclusions au cours des prochains jours. Il s'agit également d'assurer la sécurité à nos frontières dans un contexte sous-régional marqué par des attaques terroristes. Présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le séminaire devrait asseoir des actions prioritaires du gouvernement pour l'exercice 2020 avec beaucoup plus d'efficacité. Ce séminaire est d'une importance capitale dans l'atteinte des objectifs de développement fixés dans le cadre du second mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agira concrètement de valider et d'adopter les programmes d'action prioritaires du gouvernement pour 2020, dernière année de la mise en œuvre du PND 2016-2020. L'objectif, vous le savez, est de faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne avec des institutions fortes, une économie performante et des conditions de vie meilleures pour l'ensemble des populations. La rencontre referme ses portes cette fin de journée en présence du chef de l'État. Le médiateur de la République dresse aussi la liste de ses priorités en termes d'action, précisément son plan stratégique triennal 2020-2022. L'institution se dote de cet outil de performance afin d'adopter une démarche qualité pour relever les nouveaux défis. Aboulaye Koné. L'année 2019 a vu une implication plus forte du médiateur de la République dans le dénouement de différentes crises sociales et communautaires. L'occasion pour le personnel de l'organe de médiation de saluer les efforts du conciliateur Adama Tongara. L'institution a œuvré pour la cohésion sociale et c'est toutes ces actions du médiateur de la République qui ont permis d'observer cette accalmie de ces derniers temps. Il y a également aussi le fait que
Le médiateur de la République a renforcé ses services et s'est rapproché davantage des populations. Le médiateur de la République, à son tour, a félicité chacun des employés de l'institution pour le travail abattu. Il s'est engagé aussi à anticiper la survenue de conflits susceptibles de fragiliser la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous allons poursuivre notre politique et de concentration avec l'ouverture d'autres délégations de l'institution dans les chefs-lieux de région, avec l'objectif de rapprocher davantage les services de médiation des populations. Nous allons doter l'institution de médiation d'un plan stratégique ambitieux sur la période 2020-2022, afin de mieux répondre aux attentes de nos populations en besoin de consolidation et de démocratie et de l'état de droit, de la promotion de la paix et de la recherche de la cohésion sociale. Pour mener à bien sa mission, l'institution entend renforcer sa visibilité pour une meilleure appropriation de la médiation par les populations. L'année 2020 sera marquée par des rencontres avec les rois et chefs traditionnels. Il s'agira de les sensibiliser et de leur confier des missions de maintien de la paix dans leurs régions et villages respectifs. Dans le domaine de la santé, l'instance de coordination nationale pour la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose initie un dialogue pays. Il s'agit de présenter les allocations allouées à la Côte d'Ivoire sur la période 2021-2023. 151 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le Fonds mondial pour assurer la continuité de la lutte et la pérennisation des acquis. Frédéric Oulaï et Régis Kofi. Ce sont plus de 151 milliards de francs CFA alloués à la Côte d'Ivoire par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La présentation de ces subventions a fait l'objet d'une rencontre entre les parties prenantes dans la lutte contre ces trois pathologies. Une initiative de l'instance de la coordination nationale de gouvernance. Le dialogue pays, c'est une opportunité de se retrouver pour pouvoir présenter les allocations que le Fonds mondial a allouées à la Côte d'Ivoire. Grâce à la mobilisation des ressources, on a pu avoir de l'argent. Donc aujourd'hui, il est question d'impliquer tout le monde pour que les différents aspects, peut-être qui n'avaient pas été pris en compte, soient pris en compte maintenant pour que la prise en charge soit vraiment meilleure. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les subventions octroyées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont permis d'enregistrer des résultats édifiants. Akaouele a félicité le Fonds mondial tout en exhortant les populations à la vigilance. C'est depuis 2003 que la Côte d'Ivoire reçoit des subventions. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, le sida ne fait pas peur autant qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est une évidence. La subvention que nous allons recevoir va nous permettre de continuer à aller dans ce sens. Cette rencontre a été l'occasion d'informer toutes les parties prenantes sur les processus de demande de financement pour la lutte contre les pathologies concernées de 2021 à 2023. Pour l'atteinte des objectifs, la France et les États-Unis, partenaires du Fonds mondial, s'engagent à accompagner la Côte d'Ivoire. L'actualité en religion, c'est le lancement ce lundi du Hajj 2020. 10 000 musulmans ivoiriens vont pouvoir accomplir cette année le 5e pilier de l'islam contre 9 000 l'an dernier. Le coût du pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite lui reste inchangé, 2 millions de francs CFA. Pargas reconnaît. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes de 83 500 francs CFA passent à 161 000 francs CFA, soit un total global de 2 161 000 francs CFA pour les nouveaux, tout comme les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2020 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Pour Bamba Messamba, directeur général des cultes par ailleurs, président du comité de surveillance, la plateforme informatique sera renforcée. Profitant de l'occasion, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Lorsqu'on encadre des vieilles personnes, des vieux pèlerins et des vieilles pèlerines,
qui ne savent ni parler le français, ni parler l'arabe, ils ne peuvent se défendre nulle part. C'est vous qui les défendez. On vous prie de continuer dans cette voie et de ne jamais dévier. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, qui n'a pas manqué d'encourager et féliciter le commissariat du Hadj et certains opérateurs privés pour la qualité des prestations. Lorsque un travail est bien fait, lorsqu'une œuvre est bien accomplie, il faut être reconnaissant envers celui qui le fait, envers celui qui l'accomplit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est fier de l'organisation du Hadj. Et cette fierté, nous la tirons de la qualité de l'encadrement qui est dispensé aux pèlerins ivoiriens en terre sainte d'Arabie Saoudite. Nous la devons au commissariat au Hadj, qui est reconnu par les autorités saoudiennes comme l'une des entités les meilleures en Afrique, sinon la meilleure en Afrique. Les conseils du président du COSIM et les encouragements du ministre Sidiki Diakité, bien perçus par les organisateurs du Hadj, qui entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins d'accomplir avec quiétude leur devoir sacré. Selon la Direction générale des cultes, cette année, les consultations pré-pèlerinage auront lieu du 10 février au 10 avril 2020. Les inscriptions, elles, sont fixées du 12 février au 13 avril 2020. Cette cérémonie de lancement du Hadj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. Dans l'administration publique ivoirienne, 2 milliards de francs CFA ont été investis sur la période 2017-2019 afin de renforcer les capacités de 3000 fonctionnaires. Hauts cadres dirigeants, cadres managers de l'administration, chefs de service et agents ont été formés en management des administrations publiques. Grâce Kando. Près de 3000 fonctionnaires et agents de l'État ont reçu leur certificat de fin de formation en management des administrations publiques. Je voudrais ici dire merci au président de la République qui a toujours voulu que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Et cette formation est une formation qui vient à point nommé pour apporter un plus à l'administration ivoirienne. En tant qu'agent formé dans le cadre des hauts dirigeants de l'administration, nous allons commencer déjà à mettre en pratique ce que nous avons appris pour une administration émergente. Cela va nous permettre tout simplement d'améliorer notre management au niveau de l'administration, de nos différentes structures. Je voudrais saluer pour cela les initiateurs de ce programme. Ce programme de formation initié par le gouvernement a été exécuté en partenariat avec HEC Paris. Il a été financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA. La performance recherchée devrait donc s'appuyer sur des ressources humaines de qualité. L'une des premières actions à mener, c'était des actions de formation, de renforcement des capacités. Les modules ont porté essentiellement sur le management, donc et les déclinaisons du management, comment prendre en charge une unité administrative, comment piloter une organisation administrative pour atteindre des résultats, pour être performant, pour être efficient. C'est également développer l'innovation dans le service public, par le biais des moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, par exemple la digitalisation des services publics, de manière à ce que à la fois l'accès aux services publics soit plus simple, cet accès soit facilité pour le plus grand nombre à travers les nouvelles technologies que nous pouvons avoir. Étaient concernés par cette formation des hauts cadres dirigeants, des cadres managers de l'administration, des chefs de service et des agents. Je voudrais vous exhorter à capitaliser la formation acquise en vue de jouer pleinement votre rôle dans la transformation qualitative de notre administration publique, qui est désormais orientée vers la culture du résultat, vers la culture de la redevabilité, élément accru avec notre passage au désormais budget programme. Le programme de formation en management des administrations publiques a été adopté en Conseil des ministres en juillet 2014. Aujourd'hui, 27 janvier, c'est la journée internationale des douanes. Pour les douanes ivoiriennes, c'est l'occasion de mettre en exergue la contribution des services à la prise en charge des préoccupations économiques, sociales et environnementales. Il s'agit surtout de travailler à augmenter les recettes. Lancine Bakayeko.
Pour avoir compris le lien qui existe entre la sécurité, la prospérité, l'environnement et le développement, les douanes ivoiriennes sont engagées à mettre en œuvre des réglementations qui visent à répondre aux grands défis socio-économiques, notamment la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de drogue et d'armes, ainsi que le blanchiment d'argent. Pour ce faire, elle est partie prenante dans le programme de sécurité de l'Organisation mondiale des douanes. Et à ce titre, nous avons reçu de l'OMD des équipements qui vont permettre de détecter aux frontières les précurseurs chimiques entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. En sécurisant la logistique et le commerce international, la communauté douanière apporte surtout une contribution indispensable à la prospérité des sociétés et des économies en favorisant ainsi leur résilience. Mieux, elle aide à la compétitivité des opérateurs économiques et à la bonne gouvernance dans les États. En uniformisant ces interventions, la douane peut réduire les délais et les coûts associés au transport des marchandises à travers les frontières et stimuler les activités commerciales. Malgré les performances de ce dispositif, des défis sont encore à surmonter, principalement dans la mise en œuvre de certains accords multilatéraux liés entre autres à la facilitation des échanges et à la contrefaçon. Pour faire face à ces défis, il convient de souligner que l'efficacité des réponses à y apporter réside non pas dans les actions solitaires de l'administration des douanes, mais dans la conjugaison et la mutualisation des efforts de toutes les parties prenantes, à savoir les douanes et les partenaires de développement. En 2019, sur un objectif de recettes de 1846 milliards, les douanes ivoiriennes ont mobilisé 1832 milliards de francs CFA. À Dabakala, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, les châteaux d'eau de Kafoudougou et d'Arala ont été inaugurés. 295 millions de francs CFA pour permettre aux habitants de ces deux localités d'avoir accès à l'eau potable. Le reportage est signé Kouadio Kwame. Voici l'une des sources qui approvisionnait en eau les ménages à Darala et à Kafoudougou. On souffrait même. 4 heures du matin, on se lève. Je remercie aussi M. Alassane Ouattara pour les châteaux. Les populations de ces localités ont de réels motifs d'exprimer leur reconnaissance au président de la République à l'inauguration de leur château d'eau. Construit pour éviter les bagarres dans les rares points d'eau, éviter les maladies dues à la consommation de l'eau de mauvaise qualité. Pour le parrain de la cérémonie, le ministre Ali Koulibaly, Dabakala est entré dans une nouvelle ère de prospérité. L'accès à l'eau potable vient changer la vie des populations, l'eau qui est catalyseur de vie. C'est une ressource indispensable, non seulement pour le maintien de la vie et de la santé humaine, mais aussi de la préservation de l'écosystème et de toutes les activités. Le château d'eau de Kafoudougou et d'Arala est d'une capacité de 50 mètres cubes, d'une hauteur de 15 mètres et d'un montant de 295 millions de francs CFA pour 4 500 personnes jusqu'à l'horizon 2040. Cette célébration de l'eau s'inscrit dans la vision du président de la République d'apporter l'eau potable dans toutes les contrées du pays. Nous sommes meurtris quelquefois lorsque nous arrivons dans des régions où véritablement les parents sont dans des difficultés sérieuses. Mais nous avons foi et nous avons notre patience pour travailler d'arrache-pied pour que les populations puissent être desservies en eau potable. La joie est indescriptible pour les populations de disposer de liquides précieux. Kafoudougou et Darala ont l'eau qui convient pour leurs besoins vitaux. Dans le domaine culturel, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, s'est rendu à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Il est allé se rendre compte de l'effectivité de rénovation de tous les bâtiments de l'Institut, et en particulier celui de l'École nationale des beaux-arts. Hermance Zirignon et Godefroy Kambawa. Associer l'intelligence et le savoir-faire et passer à la pratique est le credo des étudiants inscrits à l'École nationale des beaux-arts de l'INSAC. Durant les congés de Noël dernier, ces étudiants ont décidé de réhabiliter eux-mêmes les bâtiments de leur école. Et le résultat est là.
terme des travaux, ils ont tenu à présenter leur savoir-faire à la tutelle. Je travaille sur le portrait, l'expression du visage. Voilà, c'était une occasion pour moi juste pour valoriser l'identité africaine. C'est le lieu pour le ministre de se rendre compte de l'abnégation au travail des élèves et étudiants de cet institut. Le programme de réhabilitation et de rénovation a commencé depuis 2012 et il se poursuit aujourd'hui. Nos étudiants des Beaux-Arts se sont eux-mêmes proposés comme main-d'œuvre. Heureux des travaux entrepris par les responsables de l'Institut, le ministre annonce l'extension de l'école les mois à venir. Une extension qui prendra en compte la vie des élèves et enseignants en matière d'équipement pour offrir au marché du travail national et international des agents compétents, mais surtout performants. Il avait 67 ans. Le peintre ivoirien James Oura a rangé à jamais ses pinceaux hier dimanche. Inspecteur général de la culture à la retraite, l'homme a une vie riche en termes de création. Son style figuratif, qu'il aimait à qualifier d'informel, lui permettait de mettre en couleur la femme et les émotions, tel le sourire. James Oura, peintre, icône des arts visuels, était membre de l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Direction l'Espagne, le 4e jour de la Foire internationale du tourisme de Madrid a été consacré à la culture ivoirienne. Le stand de la Côte d'Ivoire a connu une ambiance particulière avec de nombreux visiteurs venus s'informer sur la destination Côte d'Ivoire. On part pour l'Inde avec notre envoyé spécial, Cheikh Koné. Dégustation du chocolat de Côte d'Ivoire et des spiritueux locaux, chants et danses sur la musique locale. Une animation assurée par un Zik Joker pour la circonstance. La culture ivoirienne dans toute sa diversité était à l'honneur sur le stand de la Côte d'Ivoire. C'est une forte affluence. Les visiteurs ils sont friands de découvrir le chocolat ivoirien, le chocolat made in Côte d'Ivoire. Des centaines de visiteurs ont pris d'assaut le stand de la Côte d'Ivoire pour découvrir les potentialités culturelles et culinaires du pays. Les chocolats ivoiriens, c'est très bon. Un intérêt pour le pays que les responsables de l'Office du tourisme ont mis à profit à travers des rencontres B2B auprès de plusieurs pays africains. Les francophones, trop souvent, il est remarqué qu'ils ne collaborent pas, ils ne travaillent pas en synergie, mais ça sera une occasion pour nous de vraiment lancer cette synergie pour que nous puissions élaborer des circuits intégrés, circuits inter-États. Voilà. La 40e édition du FITOUR referme ses portes, les exposants heureux des retombées. Les précédents salons, c'est nous qui allons vers les gens et souvent on te refusait la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent vers nous, qui cherchent notre destination, notre beau pays pour découvrir. Grâce à Investour, les pays africains ont pu rencontrer des investisseurs, parler de leurs problématiques, mettre en avant les besoins de financement. L'innovation de cette 40e édition du FITOUR reste le pavillon spécial accordé à la quarantaine de pays provenant d'Afrique. C'est dire que désormais le tourisme africain a pris toute sa place dans le tourisme mondial. Il y a également des innovations dans l'organisation du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. La 24e édition a été lancée. Les présélections se feront dans 12 villes du 15 février au 2 mai prochain et la finale le 6 juin 2020. Issaïo. Et revoilà le concours Miss Côte d'Ivoire édition 2020. Pendant 4 mois, 12 villes vont accueillir le comité Miss Côte d'Ivoire, comme ici, pour les phases de présélection des plus belles filles du pays. Pour cette 24e édition, qui coïncide avec les 25 ans du comité, des innovations sont annoncées. Depuis 24 ans, c'est la première année que nous ferons payer les candidates. Elles seront amenées à payer une participation de 20 000 francs. Ces 20 000 francs ne seront pris que si elles sont retenues parmi les 12 candidates. Et le deuxième, c'est que nous avons constater qu'à l'international, les candidates qui viennent des autres pays ont 25 ans, 26 ans et 27 ans même. Donc cette année, nous avons amené 1 an de plus. Donc la fille maintenant, la jeune candidate qui viendra se présenter à Miss Côte d'Ivoire pourra avoir 25 ans. Pour le président du comité, le concours Miss, au-delà de la mise en valeur du plastique, vise à promouvoir la cohésion et la paix. Il est évident que notre travail, nous, c'est cette cohésion, c'est la paix, c'est la joie de vivre. Et notre travail, je pense, est de rester dans ce domaine-là. Et je pense que nous allons le faire. Le représentant du ministre Maurice Kwaku Bandama
assurent les membres du comité du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. Les Miss, en réalité, assurent la promotion de notre patrimoine culturel et touristique. Et en la matière, le rôle du ministère de la Culture et de la Francophonie, c'est sur le plan institutionnel de soutenir et d'accompagner le comité. Les phases de présélection sont prévues du 15 février au 2 mai 2020. Quant à la finale, elle aura lieu le 6 juin au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. La commission électorale indépendante CEI a une rencontre avec le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale. Cette organisation, qui œuvre dans le domaine des droits de l'homme, a rassuré de sa disponibilité à accompagner la CEI dans sa mission pour l'organisation des élections. Moussa Konaté. S'imprégner du processus électoral, c'est l'objectif de cette séance de travail entre le bureau de la commission électorale indépendante, conduit par le vice-président Koné Sourou, et le GEPAT, le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, venu réaffirmer sa disponibilité à accompagner la CEI dans sa mission. Vous savez, tous les espoirs des Ivoiriens sont portés sur cette institution pour conduire le processus électoral à bon port. Notre organisation a cru devoir venir s'y présenter à cette nouvelle commission qui vient d'être mise en place et marquer notre disponibilité à œuvrer au renforcement de la confiance et à ce que les élections se passent sans violence, de façon transparente, de façon inclusive. Nous avons passé en revue toutes les perspectives et tout ce qui peut aider à créer un organe électoral digne de confiance qui pourra mener des activités qui pourront conduire à des élections crédibles et apaisées. Le GEPAT est une plateforme citoyenne qui œuvre dans le domaine des droits de l'homme et la gouvernance électorale. D'autres rencontres avec la CEI sont prévues les jours à venir. Dans l'actualité politique, le RHDP part en mission de mobilisation dans le royaume du Djoablin. Et sur place, le message est assez bien perçu. Le reportage est signé Mamadou Kouassi. Le département d'Agny-Bilekro suivait la porte d'entrée de la victoire du RHDP aux prochaines élections présidentielles, et ce dès le premier tour. Cet engagement, les fils et filles du royaume du Djoablin et du canton Agny-Abé l'ont pris au cours de l'installation de coordinateurs départementaux, sous-préfectoraux et communaux pour le compte du RHDP. Dans cette démarche, ces militants du RHDP ont reçu le soutien et la bénédiction des autorités traditionnelles et religieuses du royaume. Ces militants mobilisés ont promis d'assurer au RHDP le meilleur score à toutes les élections à venir. L'objectif immédiat, c'est la victoire, mais l'objectif immédiat, c'est organiser le RHDP, quadriller le terrain, pour parler comme le poète, qu'il n'y ait aucun endroit où la main ne passe et repasse. Le ministre Pascal Kokou Abina, coordinateur régional du RHDP de l'Indéné Djoablin, a invité les militants à sillonner tous les villages et hameaux du royaume pour promouvoir les idéaux du RHDP. Nous avons un bilan à défendre. Et ce bilan, il est parlant. Et les Ivoiriens sont des gens intelligents. Ils savent apprécier. Et je suis certain que le moment venu, ils vont renvoyer l'ascenseur à l'architecte de la Côte d'Ivoire moderne, qui est le président Alassane Dramane Ouattara. Le ministre Siandou Fofana, fils du royaume du Djoablin, par ailleurs parrain de l'événement, a exhorté les fils et filles du royaume à l'union autour des idéaux du RHDP. C'est pourquoi il invite les chefs traditionnels à la sensibilisation. Au demeurant, il était important de parler aux autres frères qui, pour le moment, ne nous ont pas encore rejoints afin que la famille soit unie. Et que nous savons qu'il y a des informations qu'ils ne savent pas et que les parents devraient les éclairer davantage à l'effet de nous rejoindre pour que ce bel élan que vous avez vu de solidarité où la majorité est déjà réunie, qu'il n'y ait pas quelques voix qui s'égarent en cours de route. Ces militants ont reçu leur feuille de route avec pour mission principale d'enregistrer un taux de 90% pour le RHDP à la prochaine présidentielle.
Première destination de l'actualité internationale, le Mali. Hier dimanche, un conseil de défense présidé par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est réuni à Bamako. Une attaque du camp militaire de la localité de Sokolo a fait au moins 20 gendarmes tués. Ce camp situé dans le centre du Mali est à nouveau sous le contrôle des forces armées maliennes. Les 20 gendarmes tués ont été enterrés sur place. Les blessés ont été évacués vers des centres de santé. Des corps de suspects ont été découverts et des enquêtes sont en cours pour leur identification et pour faire toute la lumière sur cette nouvelle attaque au Mali. Le monde commémore la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau où plus d'1 million de Juifs ont perdu la vie. La plupart ont été tués dans des chambres à gaz. Des commémorations ont lieu notamment en Pologne où des milliers de personnes ont été déportées. Et c'est ici que prend fin ce 20h. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan. Bonsoir à tous.